AFG. Ensemble, transformons l'énergie. Messieurs Jean-Pierre Clamadieu, président du conseil d'administration d'Engie, et Patrick Pouyanné, président directeur général de Total Energy, à venir me rejoindre sur scène pour donc un premier regard croisé, donc première séquence de ce congrès du gaz. Regard croisé pour accélérer les transformations au niveau énergétique. Je vous en prie, installez-vous messieurs, prenez chacun un micro. Merci Madame la Ministre d'avoir été avec nous ce matin. Première réaction peut-être messieurs par rapport au discours qui vient d'être prononcé, en commençant par vous Monsieur Clamadieu. C'est vrai qu'on va pas se mentir, les gaziers ces dernières années ont souvent eu l'impression de ne pas être entendus. Est-ce que le discours de Madame la Ministre est de nature à vous rassurer ? Oui, alors je crois qu'en ce moment, personne ne doute de l'importance du gaz dans les systèmes énergétiques, malheureusement. Malheureusement parce que les circonstances sont effectivement complexes. Oui, moi j'ai trouvé ce discours rassurant et concret par rapport aux challenges qui sont les nôtres. D'abord, et vraiment je m'associe à cela, la ministre a salué l'extraordinaire effort qui a été fait par l'ensemble des acteurs de la filière gazière ces derniers mois. Franchement, je ne pensais pas en mars ou en avril qu'on serait dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, à la fois notre capacité à mobiliser les systèmes de stockage français et européens, notre capacité à maximiser les imports de GNL. Tout ceci nous permet non pas d'être optimistes, nous avons devant nous des challenges ou des défis à relever massifs, mais en tout cas, je pense qu'on a vraiment fait le maximum de ce qu'on pouvait faire les uns et les autres pour entrer dans cet hiver gazier avec le plus d'atouts possible dans notre manche. Maintenant, les challenges, là aussi, ils ont été exprimés avec clarté et je les partage. Cet hiver passé, il ne l'est pas encore. Le prochain est complexe, en particulier si la météo nous met un petit peu de pression. Les prix sont aujourd'hui à des niveaux qui sont, à court terme, extrêmement inquiétants et il faut trouver les moyens soit réglementaire, on y reviendra peut-être, soit de rassurer le marché pour que la prime de risque qu'on voit aujourd'hui disparaisse. Et puis, sujet de plus long terme, mais qui me préoccupe beaucoup, j'ai passé une grande partie de ma vie dans des entreprises industrielles et des entreprises consommatrices d'énergie et de gaz. La compétitivité de l'Europe sur le moyen terme est un enjeu majeur. On a tous en tête les prix du gaz en Europe. Rappelons-nous que le prix interne américain est aujourd'hui à peu près 10 fois inférieur à ce qu'est le prix européen. Donc je crois que l'analyse qui a été faite par Madame la Ministre est de ce point de vue-là parfaitement lucide. Maintenant, sur les réponses, les infrastructures, on a encore un certain nombre d'efforts à faire. On les fait d'ailleurs ensemble sur un projet comme Le Havre, par exemple. Mais il y a encore un certain nombre de points sur lesquels il faut qu'on avance. La solidarité européenne, qui est un levier pour nous permettre de passer cette crise. Et puis l'investissement massif dans les renouvelables. Et en se rappelant que le gaz renouvelable, il a une place à jouer qui est importante dans cet ensemble de mesures. Donc au total, alignement sur l'analyse et satisfaction sur les mesures qui ont été engagées. Ce qui n'enlève pas tous les défis que nous avons à relever ensemble à Paris et quelques-uns à Bruxelles pour effectivement lever les obstacles, donner de la visibilité et nous permettre d'avancer de manière déterminée. Donc en tout cas, selon vous, quand on écoute Madame la Ministre, on est assuré quelque part de la place du gaz dans le mix énergétique français sur le long terme. Oui, enfin à nouveau, place du gaz, je suis persuadé, et c'est ce que j'ai perçu dans les propos de la ministre, moi je suis persuadé que les molécules, comme on dit maintenant, ont un rôle essentiel à jouer aux côtés de l'électricité dans le système énergétique européen. Donc aujourd'hui, c'est largement du gaz fossile, progressivement, mais au fond assez vite à l'échelle de transformation industrielle majeure. Il faut que nous verdissions ce gaz. Le biogaz, il est là, c'est une réalité concrète. On peut, avec relativement peu d'efforts, débloquer un certain nombre de projets et augmenter sa place dans le mix. Et puis, le grand challenge, c'est l'hydrogène. Là aussi, on va sans doute y revenir, avec un énorme potentiel de développer véritablement en Europe
un deuxième vecteur d'énergie. L'hydrogène, c'est pas une énergie primaire, hein, c'est un moyen de transformer et de stocker l'énergie. Et ça, c'est indispensable à nos systèmes. Là aussi, ça a été dit. La particularité des molécules, c'est qu'elles se stockent. Et on voit bien aujourd'hui la problématique du stockage d'énergie intersaisonnier est absolument clé en Europe. Et donc, ceux qui disent on peut faire sans le gaz sous une forme ou une autre, je pense simplement qu'ils se trompent ou ils s'engagent dans un processus qui conduit à surinvestir dans le système électrique, à la fois production et transport, pour passer des pointes saisonnières. Patrick Pouyanné, premiers éléments effectivement de réaction par rapport au discours de Madame la ministre. Je vois que vous avez pris beaucoup de notes. Non, je préparais je vais être peut-être moins politique que Jean-Pierre. Non, mais je suis entièrement d'accord sur le fait que il faut absolument accélérer la construction du système énergétique décarboné, accélérer les énergies renouvelables. C'est l'objet de ce projet de loi, c'est fondamental. Là, je ne suis pas d'accord, c'est quand on dit qu'il y a des passagers clandestins qui s'appellent les énergies fossiles, notamment le gaz, parce qu'il se trouve qu'ils ne sont pas clandestins du tout. C'est eux qui nous font vivre aujourd'hui. Donc, moi, je ne peux pas accepter, et je pense que c'est l'erreur qui a suivi, et donc, il faut sortir des énergies fossiles. Alors, c'est malheureusement, si on fait les deux en même temps, c'est-à-dire ce qu'on essaye de faire, le résultat, c'est ce qui se passe en ce moment, c'est que les prix montent, parce que la demande de ce gaz fossile qui nous fait vivre ne diminue pas, voire aujourd'hui on est même en crise, on en a besoin de plus. Et donc, il y a pour moi dans le discours, je suis 100% d'accord qu'il faut investir lourdement et doubler les investissements à l'échelle mondiale pour construire ce système énergétique décarboné, mais ça ne va pas se faire en 5 ans, en 10 ans. Il faut, mais en même temps, il ne faut pas chercher à sortir trop vite, parce que sinon, si on sort trop vite, ce qu'on est en train de faire, on n'investit pas suffisamment dans les énergies qui nous font vivre, et ça s'ajuste par le prix qui devient insupportable, et on met à risque, je dirais, la transition énergétique, notamment son caractère juste, comme on dit, pour les clients. Je voudrais juste quand même rappeler, juste pour prendre un peu la dimension du sujet, et nous allons investir de plus en plus dans le biométhane, dans le biogaz. On a suivi nos collègues d'Engie un peu avec retard, mais bon, quand on le fait, on va le faire en grand. Je voudrais juste rappeler que la trajectoire à l'échelle de 2030 au niveau européen, l'objectif, j'ai regardé les textes, c'est 380 TWh. 380 TWh, c'est 35 BCM. C'est seulement 20% du gaz russe que nous importions. Donc, on ne va pas régler le problème. Bien sûr, et pour atteindre 380 TWh, il va falloir travailler. Parce que je peux vous dire, c'est ambitieux dans le repower, mais on n'y est pas aujourd'hui. Donc moi, je suis 100% d'accord pour dire qu'il faut investir plus, c'est-à-dire ce qu'on fait. On est encore en train d'augmenter nos investissements dans les énergies décarbonées. On était à 1 milliard, on est passé à 3, on va passer à 4, et on va annoncer d'ailleurs demain qu'on continue à augmenter. Mais en même temps, il ne faut pas démanteler trop vite le système énergétique. Si je vous comprends bien, vous êtes quand même en phase avec Madame la ministre qui dit on a quand même un passager clandestin dont, en tendance, l'objectif c'est de le faire sortir. Il est simplement un peu gros pour l'instant. Donc, et encore une fois, le passager clandestin, il ne faut pas le faire sortir trop vite. Parce qu'à force de le faire sortir trop vite, les prix actuels sont supportables. Bon, par ailleurs, je rejoins ce qu'a dit la ministre sur un point. Et je pense nous avons fait, comme Jean-Pierre l'a dit, les efforts. Nous passerons l'hiver au niveau gazier, sans difficulté. Non seulement à l'échelle française, parce que d'ailleurs la position géographique est telle qu'on a des atouts, et puis on avait un système de stockage qui était bien pensé, donc on l'a fait. Et c'est vrai à l'échelle européenne, quand on regarde les problèmes. Donc, c'est un signal important vis-à-vis des marchés gaziers qui aujourd'hui sont pour moi irrationnels. Ils sont irrationnels parce qu'ils vont chercher le prix de l'effacement gazier qu'on ne va pas voir en fait cet hiver. Donc moi je redis, et on va pas le voir, d'autant plus qu'au même moment, en parallèle, non seulement on a fait les efforts sur l'offre gazière et on a ces réserves, et même si Vladimir Poutine arrête le gaz l'hiver, je peux vous dire qu'on passera l'hiver 2022-23, donc ne soyons pas inquiets, et on fait en plus de cela des efforts importants d'efficacité, de sobriété énergétique, qui maintenant se mobilisent, parce que maintenant tout le monde a appel. Et encore une fois, c'est pas un appel négatif que nous avions lancé d'ailleurs avec Jean-Bernard Lévy et Catherine MacGregor, c'est un appel positif de notre part. C'est pas pour faire peur aux gens, c'est dire si on se prend en main, on va y arriver. Et d'ailleurs, au passage, c'est bon pour votre porte-monnaie parce que vous faites des économies et c'est bon pour les émissions. On va y revenir ça. Donc je pense que les deux facteurs, moi, me rendent optimiste, et je pense qu'il faut que les marchés gaziers comprennent qu'il n'y a pas de raison d'avoir des prix à ces niveaux-là aujourd'hui. Ils sont beaucoup trop élevés par rapport à la réalité du marché. Voilà ce que je voulais aussi dire. Jean-Pierre Clamadieu, juste avant qu'on enchaîne sur la loi. Peut-être juste
être un tout petit, enfin, le terme d'optimisme, je pense qu'il faut le prendre avec un peu de prudence. Et il faut se rappeler qu'une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, on voit effectivement des systèmes gaziers et énergétiques sans doute capables de passer l'hiver, c'est une destruction massive de demandes industrielles. Et ça, pour moi, c'est vraiment un point d'attention. Quand on regarde les gazos intensifs qui sont connectés au réseau de grands transports européens, on évalue aujourd'hui à environ 30% les réductions de consommation. Ça veut dire que des grands consommateurs, sidérurgistes, verriers, céramiques, enfin tous ceux qui utilisent tous ceux pour qui le gaz est un élément essentiel du procédé, ils se sont posé la question de continuer à produire ou non. Et pour certains d'entre eux, ils ont décidé d'arrêter. Et ça, c'est vraiment un point d'attention. Donc on va sans doute être capable de passer l'hiver sans réduction forcée de consommation, mais parce qu'on a vu du côté des industriels ces réductions massives, et parce qu'on a la conviction, il faut que la réalité nous donne raison, qu'effectivement les ménages vont être capables eux aussi de faire un effort de réduction de consommation, puisqu'à peu près la moitié du gaz consommé en Europe pendant l'hiver, c'est des consommations des particuliers pour des besoins liés au chauffage. Alors, autre point important dans l'intervention tout à l'heure de Madame la Ministre. Encore une fois, moi je suis optimiste, je lance le message optimiste au marché, parce que si le marché intègre le fait que nous avons pris des mesures, le prix baissera et les industriels qui aujourd'hui ont baissé leur consommation remettront les industries en route. Non mais c'est un cercle. On voit qu'aujourd'hui le coût de l'énergie influence des décisions effectivement de fonctionnement d'un certain nombre d'usines dans ce continent. Le seul moyen pour répondre et pour leur apporter un réconfort, c'est de baisser le signal prix. Et franchement, sur la partie gaz, aujourd'hui, ces marchés sont trop élevés. Rassurer le marché, tout à fait d'accord. Non, voilà. Il faut vraiment qu'on le fasse. Alors, je vous propose qu'on avance dans la discussion effectivement avec le deuxième point qui a été évoqué par Madame la Ministre. Je le disais, c'est la loi sur l'accélération des énergies renouvelables. Jean-Pierre Clamadieu, Madame la Ministre, est revenue sur les mesures qui ont déjà été prises, là, qui viennent d'être publiées, d'autres qui sont dans les cartons, dirait-on familièrement. Est-ce que vous y trouvez quelque part le compte pour pouvoir développer le biométhane en particulier et les gaz verts plus largement, dont on a bien compris, au moins dans les termes, qu'ils n'avaient pas été oubliés? Je vais même être un tout petit peu plus large. Oui, ce projet de loi comprend un certain nombre de mesures qu'on attendait, qu'on souhaitait et qui, je l'espère, vont permettre d'accélérer le développement des énergies renouvelables en France. Ceci dit, c'est plus une collection d'améliorations de systèmes existants qu'une vraie rupture, et je ne sais pas si ce sera suffisant pour se placer sur la trajectoire de développement qu'on souhaite. Et moi, le président de la République lui-même l'a dit vendredi dernier à Saint-Nazaire, 11 ans pour développer un parc éolien offshore en France, c'est complètement délirant. Mais on pourrait parler de projets photovoltaïques, on pourrait parler d'éolien terrestre. Nous avons une très très grande difficulté à développer en France des projets renouvelables à la vitesse qui est nécessaire. Et là, il faut vraiment, au-delà même d'un projet de loi, une mobilisation collective et surtout éviter, je suis un peu inquiet quand je discute avec certains parlementaires, de voir une forme d'opposition un peu idéologique d'un côté ou de l'autre de l'Assemblée, les uns disant la solution c'est le nucléaire et que le nucléaire, d'autres disant la solution c'est que des éoliennes, mais en même temps attention, il faut des consultations qui n'en finissent pas sur plein de sujets. Je veux pas paraître caricatural, mais ça ressemble un petit peu à ça. Il faut qu'on arrive à retrouver un alignement beaucoup plus fort autour de ce développement du renouvelable. Sur le biogaz, il y a... Excusez-moi, juste pour préciser, la rupture que vous appelez de vos voeux, c'est une rupture idéologique, le fait qu'on sorte effectivement des blocages? C'est un message très fort sur le fait que la France a besoin, pour sécuriser le système énergétique de demain et d'après-demain, de nucléaire, de renouvelables, et qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit capable de développer des projets renouvelables beaucoup plus rapidement. Beaucoup plus rapidement. Il faudrait qu'on soit capable, en 2 ou 3 ans, de passer de la décision d'investissement à sa réalisation concrète. Sur le biogaz, c'est bonne nouvelle, effectivement, ce que nous a dit Mme Pannier-Runacher, de voir que le sujet sera bien dans la loi. Peut-être d'ailleurs avec une vision un peu déclarative, on veut ceci ou cela. Ce qu'il nous faut, c'est que concrètement, sur le terrain, les préfets libèrent les projets. Il faut que les perspectives qui soient données aux producteurs permettent d'accélérer le développement d'un concept, d'un type d'énergie qui évidemment ne va pas solutionner par miracle les problématiques que nous avons dans le contexte du moment, mais qui vont nous permettre de développer une source d'énergie qui est locale, qui contribue à l'équilibre financier, au business model de beaucoup d'exploitations agricoles aujourd'hui, qui contribue au développement du territoire, qui est créatrice d'emplois et qui améliore notre autonomie stratégique. Franchement, c'est un no regret move, comme on dit.
Donc là, je vois des choses dans le texte de loi, mais là aussi, un petit peu modeste. Et il faut vraiment que la filière s'aligne complètement et que les autorités publiques, dans leur processus de prise de décision, soient plus rapides, plus efficaces et marquent un soutien qui a un petit peu fait défaut ces dernières années sur ce sujet. Patrick Pouyanné, est-ce que c'est l'optimisme qui prévaut aussi chez vous pour la loi énergie renouvelable, ou vous avez certains points de vigilance? Moi, je pense que j'ai peur que la loi, les résultats ne soient pas aussi à la hauteur des espérances du président de la République. Parce que, en fait, il y a un choix qui est à faire, qui n'est pas fait en ce moment dans notre pays, et qui rend les projets d'énergie renouvelable compliqués. D'ailleurs, c'est le fameux débat qui vient d'y avoir lieu autour d'un article 3, qui est, est-ce que la transition énergétique est la vraie priorité numéro 1 du pays? Si on veut on dit transition énergétique, mais en même temps, on nous dit, et j'admets que la protection de la biodiversité, de la faune et la flore sont aussi des enjeux, mais si on met tout au même niveau, eh bien, on arrive au blocage actuel. Qu'est-ce qui se passe, en fait, concrètement, dans les préfectures, dans les services administratifs? Vous avez plusieurs administrations dans ce pays qui chacune défendent un certain nombre d'intérêts, la faune, la flore, l'énergie, etc. Et à la fin, on cherche des compromis sur tout. Et les compromis, malheureusement, parce qu'on ne déclare pas, on ne décrète pas, et la loi ne le dit pas en soi, c'est la priorité absolue. Et pour moi, ça devrait l'être. Parce que je crois aux scientifiques qui nous disent que notre planète va connaître un futur compliqué, voire très, très compliqué pour l'humanité à cause des changements climatiques. Mais on dit en même temps, il faut que tout soit compatible. Il faut rendre tous les intérêts compatibles. Et ça, c'est difficile. Je prends bien évidemment en compte aussi les intérêts. Et je respecte tout le monde là-dedans, les pêcheurs, les agriculteurs. Mais à un moment, il va falloir se décider. C'est là que je trouve qu'il y a une expression qui ne peut venir que de l'autorité politique et du législateur, de savoir si on met ce sujet au-dessus de tous les autres ou si on cherche à le faire en même temps. Et en même temps, je suis désolé, dans cette situation-là, ça se traduit par des délais incroyables. Moi, j'ai passé une journée avec mes équipes qui développent des énergies renouvelables à Toulouse. J'ai conclu en rentrant, j'ai dit, bon, écoutez, c'est pas des ingénieurs qu'il faut, c'est des sous-préfets. Parce qu'on ne peut pas continuer, donc vous allez me recruter des sous-préfets, parce qu'on ne peut pas continuer. Non, mais honnêtement, c'est un vrai sujet. Donc, moi, je pense que le texte améliore, mais il améliore des choses à la marge. Et donc, voilà. Après, sur le biométhane, moi, je voudrais quand même dire plusieurs points. Un, il y a eu d'abord une bonne initiative l'an dernier, qui est cette obligation d'incorporation, qu'il faut saluer. Et j'ai pas mal poussé personnellement, je suis allé voir le ministre du Budget pour aller vers la solution obligation d'incorporation. C'est comme ça qu'on a développé les biocarburants, le biogaz, c'est comme ça qu'il faut le faire. Parce qu'à ce moment-là, le marché va trouver le bon équilibre. Donc ça, premièrement, je salue ça. Deuxièmement, je pense que il faudrait progresser sur deux sujets. Quand je discute avec mes collègues, j'avais passé une journée à Agen chez Fonroche, là qu'on avait. Bon, il y a des problèmes de plan d'épandage. Il y a aussi le fait que simplement un digestat, pour l'instant, c'est un déchet. Il faut qu'on change la catégorie de ce digestat, qui est un produit. Ça a l'air de rien, mais le fait que ça soit en déchet, ça entraîne dans notre mécanique administrative beaucoup de conséquences. Et puis, il est évident qu'il faut penser ce biométhane, même si ce sont des énergies locales, la question des garanties d'origine est essentielle. On ne peut pas continuer, et notamment à l'échelle européenne. C'est des enjeux il faut arriver à un marché unique du biométhane dans ce continent. C'est sans doute une des solutions à notre dépendance du gaz russe, puisque de toute manière, nous sommes, entre guillemets, importateurs de gaz, quoi qu'on en fasse, la production domestique diminue. Je sais bien qu'à l'horizon lointain, on aura l'hydrogène, etc., voire du e-méthane, mais il faut absolument accélérer sur cette question-là. Donc moi, je trouve que, voilà ce que je voulais dire, je pense que c'est une énergie... Bon, en même temps, c'est une énergie qui n'est pas gratuite, il faut le savoir. Alors, elle a quand même, et je voudrais le dire sur le biométhane, moi, ce que j'ai observé, et c'est ça, pour ça d'ailleurs que nous allons accélérer dans cette stratégie, il y a une demande qui est forte. Cette demande, elle vient notamment du fait que pas mal d'industries de transport ont shifté au gaz. Ils sont passés du diesel au gaz, que ce soit dans le transport routier ou dans le transport maritime. Or, leurs clients veulent décarboner le transport. Et donc, ils nous demandent aujourd'hui du bio-GNV, du bio-GNL. La demande de bio-GNV et bio-GNL est bien supérieure à l'offre que nous pouvons leur fournir. Donc, il y a là, ils sont prêts à payer parce qu'il y a des clients du luxe, par exemple, qui veulent que le container soit transporté dans un container dont ils pourront dire qu'il y a une garantie d'origine bio attachée. Donc le marché est là, ils sont prêts à payer relativement cher. Donc c'est un segment, moi je y vois un vrai futur. Non seulement
c'est la transition du gaz fossile vers un gaz bio, mais en plus, il répond à une demande immédiate. Donc il faut décoincer un certain nombre de choses. Dernier commentaire que je ferai par rapport à la France, il se trouve que maintenant nous développons des projets en France et aux États-Unis. Mais naturellement, aux États-Unis, là où en France, il faut qu'on réunisse 30 exploitations agricoles pour arriver à avoir à peu près des ressources pour faire, je dirais, un biométhaniseur de taille intéressante. Aux États-Unis, j'arrive à le faire avec une énorme ferme de 10 000 vaches. Quoi. On n'est pas dans la même dimension. C'est pas la même réalité. Non, mais c'est une question qui renvoie aussi à comment on fait pour mieux organiser collectivement l'offre qui va vers les biométhaniseurs. Sauf qu'avec des grandes fermes, on revient à la problématique que vous avez évoquée tout à l'heure de l'impact environnemental, l'impact sur la biodiversité, les sols, etc. Donc, bien sûr, mais attendez, encore une fois... Problématique complexe néanmoins. Mais ça veut peut-être dire que la filière gazière et la filière agricole ont besoin de travailler ensemble sur ces sujets. Alors, on va effectivement... Oui, d'ailleurs, j'en profite pour dire, dans la loi, il manque un mot qui est le mot agrivoltaïsme. Pourquoi je le dis, et j'en ai parlé à la ministre, pourquoi je le dis? Parce que le vrai sujet en France, indépendamment des processus, c'est le foncier. C'est le foncier qui aujourd'hui nous manque. Parce que là encore, on veut rendre compatible ce qui est normal dans notre grand pays agricole, agriculture et énergie renouvelable. Il ne faut pas les opposer. Il faut au contraire que la loi, et là encore il y a des propositions simples à faire, promeut cette idée qu'on peut développer les énergies renouvelables au service de l'agriculture. Le reconnaissent dans la loi, c'est important, parce qu'aujourd'hui c'est souvent, là encore au niveau local et administratif, on fait comme s'il y avait un antagonisme entre les deux intérêts. Alors qu'en fait, on peut les rendre compatibles. Il y a pas mal d'initiatives, mais c'est un moyen majeur d'avoir accès, quelque part, à du foncier. Les énergies renouvelables, ce n'est qu'un problème d'espace et de foncier. Avant de parler, on a beaucoup parlé de technologie, d'innovation, de baisse des coûts, mais aujourd'hui, on se heurte au fait, où est-ce qu'on les met ? Voilà, où est-ce qu'on les met ? Alors, Madame la ministre avait l'air de dire qu'elle était à l'écoute, hein, donc moi je dis ça. Non, mais je pense que l'agrivoltaïsme, elle est à l'écoute. Alors, je voudrais qu'on avance effectivement toujours sur le territoire français, dans l'Hexagone, s'agissant de la sobriété qui a été rappelée largement par le président de la République début septembre, effectivement, comme un élément essentiel de notre politique énergétique. Alors, tout à l'heure, on a eu quelques bribes d'informations. Manifestement, vous avez tous les deux, enfin, vos groupes ont des choses dans les cartons, effectivement, à proposer. Alors, loin de moi l'idée, effectivement, d'aller creuser dans le secret des affaires, mais est-ce que vous auriez néanmoins, Jean-Pierre Clamadieu, pour commencer, quelques informations à nous donner, quelques pistes de réflexion sur ce que vous avez comme batterie de mesures en faveur de la sobriété? Non, mais alors, enfin, d'abord, moi, la sobriété, je pense que ça passe par un effort de pédagogie massif. Hein. C'est pour ça qu'il faut rester à quelques messages simples. Quand on parle du gaz, c'est vraiment le chauffage et l'eau chaude qui sont les deux éléments essentiels. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté, nous, dans les différents pays dans lesquels on opère comme commercialisateur? C'est qu'effectivement, le signal prix, ça a un impact. Alors, en France, on l'a plutôt modulé, cet impact, du fait des boucliers tarifaires de diverses natures qui ont été mis en place, mais on a constaté aux Pays-Bas, on constate en Belgique, on constate dans des pays beaucoup plus lointains que lorsque la facture augmente de manière très, très visible, ça induit, ça paraît évident, mais on l'a vu, ça induit des comportements qui sont vertueux. Deuxième chose, on a vu dans certains pays, on a une expérience australienne très intéressante, on est commercialisateur d'électricité en Australie, on a développé un système dans lequel on envoie à nos clients, l'Australie est passée par une période très complexe en matière de gestion de son système électrique, on envoie la veille à nos clients un message par SMS pour leur dire demain de 16 à 18 heures, pointe de consommation attendue. Si vous diminuez votre consommation et les chiffres sont généralement importants, 20 ou 30%, vous aurez un bonus de temps. Alors, je ne dis pas que c'est le système qu'on va proposer demain, mais en tout cas, c'est ce type d'expérience qui nous fait réfléchir. Et effectivement, on est, je l'espère, à la veille, en tout cas à quelques jours, de proposer des idées très concrètes qui permettraient d'aider à mobiliser nos clients autour de cet impératif de sobriété. Pour les industriels, je pense que le signal prix, lui, est un élément essentiel. Il est même un élément un petit peu excessif, on l'a dit tout à l'heure. En tout cas, il conduit à des décisions qui ne sont pas bonnes pour la collectivité. Mais beaucoup tournent autour de la mobilisation et de la pédagogie à faire à nos clients. Patrick Pouyanné, chez Total. Bon, d'abord, la première chose, avant de parler des clients, il faut parler de nos entreprises, parce qu'on est des gros consommateurs d'énergie. Oui. Donc là-dessus, nous, on va accélérer, puisque je vais annoncer d'ailleurs demain qu'on a prévu de mettre puisqu'on me dit que j'ai beaucoup de profits,
1 milliard de ses profits. On va y revenir. Ouais. 1 milliard de ses profits pour, sur les 2 années qui viennent, accélérer toutes les mesures d'efficacité énergétique dans toute l'entreprise. Donc on a demandé à nos équipes de se remobiliser là-dessus. Elles le sont en permanence, mais on libère un volume d'investissement important à l'échelle de l'entreprise, à l'échelle du groupe, pour quelque part baisser. Parce que nous sommes nous-mêmes un gros consommateur d'énergie. Vous savez, quand on me parle des marges de raffinage, la marge de raffinage européenne est effectivement brute aujourd'hui à $100, mais les raffineries françaises consomment $50 de ces 100 dans la consommation d'énergie, de gaz et autres. Donc, on est nous-mêmes concernés très directement. Et donc, on va accélérer, puis ça sera une baisse des émissions. Ça va me permettre d'ailleurs, sans doute, dès le début d'année, d'annoncer qu'on baissera notre objectif d'émissions de carbone à horizon 25. Donc, on va profiter, je dirais, de cette situation pour accélérer. Deuxièmement, parce que une fois que j'ai fait ça, je peux effectivement parler des clients. Les idées sont assez simples. Moi, je crois qu'on en manipule 2. L'une, c'est de revenir, alors c'est plus l'électricité que le gaz, mais vers le concept. Moi, j'ai été très frappé quand j'étais petit, en 73, il y avait la chasse au gaspillage, il y avait des mesures simples. L'une d'entre elles, c'était heure pleine, heure creuse. On avait appris, et je veux dire, toute la France fonctionnait comme ça, en heure pleine, heure creuse. Je ne sais pas pourquoi, j'ai redécouvert, quand on est rentré récemment dans ce marché-là, qu'en fait, on a TRV moins et on a oublié heure pleine, heure creuse. Donc, on a fait des messages simples. Il faut remettre à l'honneur heure pleine, heure creuse, en ayant d'ailleurs, alors ce qu'on s'apprête à faire, des écarts plus importants entre heure creuse et heure pleine, pour que les personnes qui déplaceront leur consommation aient un avantage supplémentaire et une économie concrète. Donc ça, c'est une mesure très simple qui va faire. La deuxième mesure qu'on envisage, c'est une mesure un peu plus qui va être positive sur l'exemple australien, c'est que pour les clients qui vont économiser complètement par rapport à l'hiver dernier, donc on regarde l'hiver parce qu'on sait qu'on doit passer l'hiver électrique notamment, ceux qui auront une baisse de leur consommation, on leur donnera une prime. Vous savez, je suis célèbre pour les rabais sur l'essence, donc maintenant on va le devenir dans le reste de l'énergie, parce qu'après tout, il n'y a pas que l'essence qui compte dans ce pays. Voilà. Donc, non, mais je veux dire, donc voilà 2 idées très simples, et on va se lancer dans une campagne d'ailleurs de communication assez large, mais encore qui est positive. Je pense que ce qu'il faut surtout pas faire dans cette histoire, c'est vouloir changer la vie des gens. Il y a toute une somme de gestes simples qu'on avait appris encore une fois il y a 40 ans, 50 ans, effectivement, la machine à laver, la machine à vaisselle, la nuit, des choses très simples qui ne demandent pas aux gens de renoncer à leur façon de vivre, à l'usage qu'ils ont de l'énergie, mais plutôt à le décaler et puis à être économe. Ceci étant, ils ne nous attendent pas, les Français, hein, parce qu'il n'y a pas que les industriels qui baissent. Nous, ce qu'on observe, parce que le prix est trop élevé, c'est que les gens, d'ores et déjà, nos clients font attention. Donc, ils ont déjà engagé, je dirais, cette démarche de sobriété. Et on le voit parfaitement dans l'exemple du rabais sur l'essence. Hein. Moi, nous, on a été tous surpris, nos caches d'énergie. Les 10 centimes de plus, puisqu'on est passé de 10 à 20, qui cumulé, on voit un rush sur nos stations-service, à tel point que je suis désolé, mais nous, on n'arrive plus. Notre système de logistique est insuffisant. Même mon épouse s'est plaint hier soir que la station où elle va prendre l'essence est vide depuis 2 jours. Donc voilà. Non, mais je le sais, mais enfin, ça prouve d'ailleurs, vraiment, c'est une démonstration. Cette histoire de signal prix est absolument essentielle. L'énergie est un bien essentiel de pouvoir d'achat et il faut qu'on fasse tout pour arriver à le rendre plus raisonnable. Alors, je vous propose qu'on quitte la France, ou en tout cas qu'on s'élève un petit peu, qu'on passe au niveau européen, alors assez vite, parce qu'au final, on a pris un petit peu de retard. Au niveau européen, effectivement, dans le contexte actuel de crise avec la guerre en Ukraine, de tensions sur l'approvisionnement en gaz, quels sont, selon vous, Jean-Pierre Camadieu, les investissements qu'il faudrait réaliser pour pouvoir faire baisser les prix et aller dans une tendance à l'accalmie de ce point de vue-là? C'est probablement pas que des investissements, mais les investissements, on les connaît. On a des besoins d'infrastructures ici ou là. Le fait qu'un pays comme l'Allemagne était jusqu'à une période, est encore d'ailleurs aujourd'hui dépourvu d'infrastructures d'importation de GNL, c'est à l'évidence un point qu'il faut corriger. Ils sont partis avec beaucoup d'enthousiasme autour de 4 voire 5 projets aujourd'hui. C'est bien, c'est quelque chose qui va permettre de maximiser les capacités d'importation, même s'il n'y aura probablement pas tous les contrats de GNL attendus à très court terme, en tout cas, pour remplir ces capacités. On a ici ou là des blocages ou des difficultés techniques qui rendent, qui constituent des sortes de goulots qu'il faut traiter. Et l'un des challenges, c'est effectivement à la fois d'investir dans ces infrastructures tout en ayant des perspectives au moins si on écoute la Commission, de réduction de la place du gaz dans le mix énergétique européen qui amène les investisseurs parfois à se gratter la tête et à se demander ce que sont les perspectives devant eux. Mais au-delà des investissements, il y a un certain nombre de mesures qui touchent
qui touchent au fonctionnement du marché, qui sont essentielles. Alors, il y en a une qui a été, en tout cas, il y a une série de mesures qui a été prise sur la liquidité du marché, sur le fait d'assurer qu'effectivement les acteurs du marché sont capables de faire face aux chocs liés à l'extrême volatilité qu'on a vu ces derniers mois. C'est quelque chose qui nous inquiétait beaucoup il y a quelques semaines. On a vu ce qui s'est passé avec Uniper. Rappelons quand même que le gouvernement allemand a dû mettre aujourd'hui plus de 18 milliards d'euros pour essayer... 29. Pardon 29 milliards d'euros. Ton addition est plus importante que la mienne. Pour tenter, oui, parce que tu prends en compte la dernière étape qui est la nationalisation. Effectivement, 29 milliards d'euros pour sauver un acteur gazier dont la chute aurait été catastrophique, évidemment, pour le marché européen. Bon, je crois qu'aujourd'hui, la Commission européenne et les gouvernements ont compris qu'il fallait sécuriser cette liquidité, et ça, je pense que c'est un point rassurant. Maintenant, on a tout un débat autour de caps sur les prix de diverses natures. Alors nous, et là, on va être sur des visions très différentes, mais c'est vrai qu'Engie, depuis quelques mois, dit qu'il faut un cap sur le prix du gaz en Europe, essentiellement parce qu'on considère que le signal prix qui est donné par le marché intègre des facteurs de risque aussi qui sont complètement déconnectés de la réalité de ces risques. Il n'y a pas eu de consensus autour de cette proposition. Ça nous paraît bien dommage parce qu'effectivement, aujourd'hui, l'Europe perd une partie de sa ressource qui est préemptée par les producteurs. On a parlé de la Russie, mais regardez la situation de la Norvège. Et là, quand on regarde l'évolution de la balance commerciale norvégienne, c'est très impressionnant. Il faut qu'on arrive à trouver un mécanisme qui limite la manière dont un certain nombre de producteurs viennent préempter, prendre de la ressource sur l'économie européenne. Alors, il y a des dispositifs de cap sur le prix de l'électricité qui sont discutés également. Attention à du bricolage dans des moments où les marchés sont soumis à d'extrêmes chocs. Justement au niveau des prix de l'électricité, parce qu'on parle effectivement beaucoup du gaz, et pour cause, on est sur le congrès du gaz, mais au niveau de l'électricité, là on est à des prix jamais vus. Quels sont les aménagements selon vous qui pourraient être pris au niveau du marché européen de l'électricité? Bon, d'abord, il faut regarder les choses de manière un petit peu factuelle. Quand on regarde, aujourd'hui, on a vu une forme de dislocation des prix de l'électricité et du gaz entre les différents pays européens. Il faut se rappeler que la France est le pays dans lequel le prix du gaz est le plus bas et le prix de l'électricité le plus élevé. Donc ça veut bien dire quelque chose. Ça veut dire qu'on a aujourd'hui un problème de notre système de production d'électricité, en tout cas une situation qu'on connaît tous sur le parc électronucléaire, qui induit, là aussi sans doute de manière exagérée, une prime de risque massive que le marché met en disant peut-être qu'à telle ou telle échéance, le système électrique ne sera plus en mesure en mesure de faire face à la demande. Donc je pense que remettre notre système de production électronucléaire à un degré de performance satisfaisant et de disponibilité satisfaisant, ça c'est certainement une priorité. Au-delà, attention à nouveau, on parle beaucoup d'évolution du market design du marché électrique européen. Le consensus va être complexe à obtenir. C'est un sujet de moyen terme, c'est pas un sujet de court terme. Il y avait des mesures de court terme nécessaires. Il y en a une, je ne vais pas rentrer dans des sujets qui sont très très techniques, mais sur le plafond sur l'électricité du day-ahead, ça je pense que c'était une mesure simple qui a été prise. Ce plafond augmentait de manière très très rapide et donnait un signal qui n'était pas bon. Donc ce point a été corrigé. Au-delà, il faut vraiment être très prudent, assez réservé sur le mécanisme espagnol, même si je comprends que c'est ce que le gouvernement français aujourd'hui poursuit. Et une vraie perplexité, et j'en disais un mot en aparté à la ministre tout à l'heure, qu'est-ce qui va sortir du Conseil énergie du 30 sur ce sujet des prix? Très très difficile à imaginer. Les positions sont vraiment très très éloignées entre les différents États membres. Bon, je pense que je suis totalement, je ne suis contre la manipulation des marchés. Je pense que c'est extrêmement dangereux. D'ailleurs, sur le gaz, je ne comprends pas. Notre continent est profondément déficitaire. Si on met un cap sur le gaz, je ne vois pas comment et le gaz, c'est un marché mondial. Le gaz naturel liquéfié vient en Europe parce que les Européens acceptent de le payer un peu plus cher que les Asiatiques. Sinon, le gaz naturel liquéfié américain, il part en Asie. Donc mettre un cap sur le marché du gaz européen, alors que fondamentalement, on doit amener plus de gaz,
C'est un concept qui m'échappe. Alors, je suis sûr que Jean-Pierre va me dire, on peut le mettre sur les gaz tuyaux versus le gaz naturel liquéfié. À la fin, les molécules de gaz sont les mêmes dans les réseaux. Et donc, moi, j'ai du mal à comprendre. Pour être honnête, je me creuse et je pense, et je suis un peu inquiet de décisions qui auraient des conséquences systémiques, alors qu'en fait, le sujet est à court terme. Alors maintenant, si les Européens et les Norvégiens se mettent d'accord entre eux, très bien. Vouloir faire autoritairement, prendre des mesures autoritaires au niveau de l'Union européenne, alors qu'on dépend fondamentalement, parce que même si on considère le gaz norvégien comme domestique, il est peut-être en Europe, mais il est en dehors de l'Union européenne. Il faudrait juste pas l'oublier. Donc, tout ce qui pourra se faire en accord entre acheteurs et vendeurs, pourquoi pas? Si on sort d'accord, mais qu'on veut faire ça autoritairement par des caps sur les marchés, on va au-devant de conséquences qu'on n'imagine pas. Et alors là, pour le coup, je peux vous dire, mettez un cap, vous verrez si on passera l'été 2023, on ne le passera pas. Parce qu'à ce moment-là, le gaz naturel liquéfié, il ira là où il doit aller. Donc ça, c'est le premier point. Pareil sur l'électricité. En fait, la vérité, moi, je veux dire comment j'analyse la situation européenne. Ces marchés, ils marchaient pas si mal jusqu'au conflit ukrainien et gazier. On me dit, ils marchent pas du tout. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Pas du tout. En fait, ce qu'on a découvert simplement, c'est qu'on a créé un marché unique libéralisé en oubliant de faire un stress test, entre guillemets. Qu'est-ce qui se passe si effectivement une source majeure disparaît? Et là, on découvre qu'il nous manque un certain nombre d'infrastructures, des terminaux de regasification en Allemagne, des interconnexions qui sont pas parfaites. Donc, le message, c'est mais il marchait bien, ce marché. Personne s'en plaignait. D'ailleurs, moi, je n'ai pas entendu en 2020, quand le prix du gaz était à 3 $, beaucoup de monde en Europe, ou à 3 €, beaucoup de monde se plaint du prix élevé du gaz. Pareil, le prix de l'électricité. L'électricité, c'est le coût marginal, était la centrale à gaz. Mais encore une fois, dans les années 2014-2018, personne ne se plaignait que la centrale à gaz, etc. Donc on est changé le market design. Pour moi, la conséquence pratique, simplement, il faut s'assurer qu'on ait les infrastructures qui correspondent au fait qu'en cas de stress, le marché va fonctionner. Et là, on a découvert qu'il y avait des trous. Maintenant, moi, j'ai découvert que les obligations de stockage existaient en France, en Italie, mais n'existaient pas dans d'autres pays. Je veux dire, les concepteurs de ce marché... Et donc, c'est ça, en fait, parce qu'à la fin, un marché fonctionne si le physique fonctionne. Il faut que les flux physiques, si on se découvre des problèmes sur les flux physiques, effectivement, les marchés, entre guillemets, qui fixent des prix, vont se retrouver en stress. Bon, donc voilà, donc je partage ton point. Moi, je connais moins l'électricité. Je suis frappé d'ailleurs du fait que l'électricité, c'est une énergie plus locale, c'est vrai. Elle est plus continentale, on exporte peu d'électricité, ou on en importe peu. Le système espagnol appliqué à la France, il ne marchera pas du tout, je peux vous dire. Parce que si on veut, parce qu'il se trouve que la France, elle va être importatrice. L'électricité en Espagne, c'est simple, c'est une île, l'Espagne. Vous décidez qui a tous les terminaux de regaz qu'il peut et qui peut exporter. Donc une île, vous lui décidez de lui enlever, de réguler le prix des centrales à gaz, la valeur des centrales à gaz, vous pouvez le faire. À l'échelle française aujourd'hui, je ne vois pas très bien ce que ça donne. Alors, je crois que certains imaginent que l'Europe est une île. Encore une fois, c'est une île, mais il lui manque la Norvège, le Royaume-Uni et d'autres pays autour. Donc, moi, je pense qu'il faut être prudent. Par contre, le message que j'en tire, c'est qu'il faut, et d'ailleurs c'est un message non seulement à court terme, mais à moyen terme, il faut massivement investir dans nos réseaux, et y compris électriques d'ailleurs, j'en profite pour le dire. Moi, ce qui m'inquiète dans la transition énergétique, c'est qu'on va découvrir un matin que toutes ces énergies renouvelables qu'on construit, on a un problème d'absorption. Vous avez vu ce qui se passe en Californie et en Chine. Les gouvernements de Californie et chinois ont demandé aux conducteurs de véhicules électriques de laisser leurs véhicules au garage pour passer un pic. Ça ne va pas être super populaire, cette affaire. Et donc, non mais je le dis, parce que moi je soutiens Carlos Tavares, en ce sens que les constructeurs automobiles ont décidé d'aller massivement vers le véhicule électrique. Il nous faut les infrastructures. Et ce n'est pas seulement un problème de bornes de recharge, comme on le dit, parce que les bornes de recharge, on les aura. C'est un problème de réseau. Et c'est un sujet massif à l'échelle européenne. Moi, je pense qu'il faut que l'Europe, s'il y a un plan d'investissement, c'est relancer un plan massif d'équipement de réseaux électriques. Ils datent d'après la guerre. On n'a pas fait tant d'investissements que ça. Il faut les moderniser et augmenter les interconnexions. Par exemple, plutôt que de se battre sur un tuyau Espagne, gaz, Espagne-France, on ferait mieux d'ajouter des lignes électriques. Les Espagnols ont des terminaux gaziers, ils ont des centrales à gaz qui ne fonctionnent pas. Je veux dire, on en a quelques-unes. Donc,
parlons de ligne électrique, c'est sans doute plus facile pour traverser les Pyrénées ou sous le golfe de Gascogne que de tuyaux gaziers qui défraient la chronique. Jean-Pierre Clamadieu, vous... Donc j'allais juste revenir sur un point, mais on va évidemment pas se mettre d'accord sur ce sujet où on a, pour des raisons évidentes, des positions très différentes. Mais notre vision sur le cap concernant le nom, il y a un point où on est vraiment d'accord, c'est que les marchés ont très bien fonctionné pendant longtemps. Et ça, ils ont assuré la disponibilité, ils ont assuré d'ailleurs une forme de compétitivité réelle, hein, quand on regarde ce qu'étaient les coûts de l'électricité ou du gaz. Sur notre analyse de la situation actuelle touchant le gaz, c'est effectivement prime de risque extrêmement élevée, deux marchés complètement différents, le gaz gazeux captif, le GNL, marché mondial. Quand on regarde la structure des contrats de gaz gazeux, effectivement, on peut imaginer un système de cap relativement simple, sachant qu'on a un tout petit nombre de pays fournisseurs. Après ça, le GNL, dans ce contexte-là, il faudrait bien sûr aller le chercher au prix du marché mondial, et sans doute de manière concertée. Une des mesures qui avait été annoncée, c'est les achats coordonnés ou communs de gaz par l'Europe. Ça n'a pas du tout été mis en place, c'est compliqué à faire d'ailleurs. Mais Total Energy, tu as laissé des contrats au Qatar. J'ai vu, oui, absolument. Pour approvisionner l'eau. On va justement parler géopolitique dans la table ronde à suivre. Merci beaucoup, messieurs, pour votre analyse et pour ce regard croisé. AFG. Ensemble, transformons l'énergie.